à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le romancier et journaliste Philomé Robert. Notre invité est né au nord d'Haïti, précisément à Limbé, dans une petite ville de province, une très belle petite ville. Romancier, il est présentateur à France 24. Il vit à Paris depuis de nombreuses années. Roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Palm Magazine. Bonjour Philomé Robert. Bonjour Martoni, bonjour à tous ceux qui écoutent ton podcast, ton balado, comme diraient les Québécois. Vous venez de publier Vagabondage éphémère, un titre très évocateur aux éditions Caraïbes. Pour moi, c'est un roman très autobiographique. Votre personnage principal, Gabriel, architecte exilé, ouvre les portes des intrigues dans ce récit court mais riche en émotions. En errant, il rencontre une femme cubaine avec qui il explore le plaisir. L'auteur peint la vie de Gabriel, sa maman, son père et de 4 femmes importantes. Héloïse, qui est sa maman, qui est morte dans un accident de voiture, Meredith, Consuelo et Danissa. Il y a aussi le thème l'exil, les villes, la dictature. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui, Robert, de parler de la dictature, encore aujourd'hui, après toutes ces nombreuses années? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours eu dans mon souvenir une sainte horreur du duvalierisme et des abjections que ce pouvoir représentait. Quoi que lui-même il ait pu dire en son temps, quoi que puisse dire aujourd'hui ses défenseurs, parce que malheureusement il se trouve aujourd'hui en Haïti des duvalieristes ou des néo-duvalieristes, ceux-là même je pense sont les plus dangereux, pour défendre un système qui, de mon point de vue, était la négation absolue des idéaux de l'indépendance haïtienne, à savoir un pays articulé sur les droits, sur l'égalité des droits et la prospérité pour tous. Or, il se trouve que le duvalierisme a été la négation absolue de tout ça parce que ça n'a jamais été l'égalité des droits pour tous. Bien au contraire, ça a été le combat contre les droits pour tous et ça a été la prospérité pour une extrême minorité, ceux qui bénéficiaient de ce régime. Moi, depuis tout petit, je pense que j'ai saisi ça sans que personne me l'ait enseigné. Et le drame auquel vous faites référence dans le livre, l'accident de voiture, enfin, c'était pas un accident, c'est un meurtre d'État, hein. C'est un chauffard d'un cortège présidentiel qui a heurté le personnage et ça s'est passé dans la vraie vie pour le coup. Et il m'avait semblé que c'était important de raconter ça à un moment ou à un autre, comme élément, entre autres, de tout ce qui, de mon point de vue, faisait l'horreur de ce système duvalieriste. Donc, je pense que c'est important que ça ait sa place dans le livre et c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous aviez décrit 4 femmes très fortes dans votre roman. Héloïse avait le goût de l'interdit qui rend libre. Ce sont des femmes libres, malgré tout. Totalement, c'est une histoire humaine. C'est ce que j'ai essayé d'écrire. C'est effectivement une histoire de femme. Et c'était pas voulu au prime abord, mais ceux qui travaillent en tant qu'auteur savent que à un moment ou à un autre, le récit peut totalement déborder. Du moins, le personnage, l'histoire peut totalement déborder et dépasser son créateur. J'avais pas dans l'idée d'écrire une histoire de femme, mais ça a finalement donné une histoire de femme, c'est tant mieux. Vous avez parlé d'autobiographie tout à l'heure. Ce n'est pas totalement exact dans la mesure où s'il est vrai que j'ai puisé ici ou là des éléments que je connais, qui me sont chers et qu'il fallait que je raconte, j'ai voulu faire littérature avec des éléments de la vie courante et quelque part, c'est ce que j'ai essayé de rendre avec la vie de ces femmes-là, qui ont un rôle particulier à des moments donnés dans la vie de Gabriel. Maintenant, après, on retrouve effectivement tous les éléments de la vie ordinaire, le trio amoureux, des choses comme ça. Mais c'était pas une volonté au prime abord. Le récit, à un moment donné, a donné son propre rythme. Et vos personnages sont très mouvants. Il y a beaucoup d'errances, de voyages, La Havane, Rio de Janeiro, Port-au-Prince et l'Afrique.
Colorado. Pourquoi ce choix de faire dérouler votre roman dans plusieurs villes du monde? Est-ce que pour vous, la littérature, c'est d'abord un voyage? Alors, pour moi, est-ce que la littérature, c'est d'abord un voyage? Oui, au sens où dès qu'on se laisse prendre par un auteur, par un livre, on est effectivement amené à voyager. Et je ne conçois pas le texte comme un huis clos, même s'il y a des huis clos qui sont formidables. Et d'ailleurs, le théâtre, par exemple, français du XVIIe siècle, était articulé autour de cette fameuse trinité, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, tout se passait au même endroit. Et c'était super bien, ça donnait des vaudevilles, des drames, etc. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai voulu que les personnages, et en tout cas Gabriel, se déplacent ici ou là. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était pas une autobiographie, c'est vrai, mais dans le même temps, Gabriel est une partie de moi parce que j'ai écrit le livre au fur et à mesure que moi-même je me déplaçais dans pas mal d'endroits du monde, où je prenais des notes. Après, sans révéler de secrets particuliers, je n'ai jamais mis les pieds au Brésil, mais il m'avait semblé que le lien au Brésil et plus largement le lien à l'Amérique latine et que la jeunesse haïtienne a fini malgré elle par entretenir ces 10 dernières années, il m'avait semblé que c'était important que ça soit raconté, d'où la rencontre que je fais se dérouler entre Consuelo et Gabriel devant l'ambassade du Brésil. Je ne sais même pas où se trouve l'ambassade du Brésil en Haïti, en vérité, pour être tout à fait honnête. Pour moi, c'était important. Et puis après, les personnages même de roman sont des personnages à part entière. Hein. Ça vit, ça meurt, ça boit, ça se saoule. Mais malgré tout, Gabriel, il voyage, mais il reste attaché à sa terre natale. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre vous et Gabriel ici? Comme quoi, malgré tout, vous voyagez, mais vous, comme l'auteur, vous restez fidèle à Haïti, dans les thèmes, dans les descriptions. Bon, c'est une lapalissade que de dire ça. Effectivement, je suis profondément attaché à ma terre natale. Je suis profondément attaché à Haïti pour 33 milliards de raisons. Je pourrais d'ailleurs toutes les détailler. Et je suis et demeure profondément haïtien. D'ailleurs, j'étais au pays là il y a pas longtemps et pour m'occuper de choses et d'autres, je suis profondément attaché à Haïti. Moi, entre guillemets, je sais pas si je suis parvenu. Quand je fais de Gabriel l'exilé, il est vrai que moi-même j'ai connu l'exil, et sauf que à l'inverse de Gabriel, moi mon exil c'est pas moi qui l'avais choisi. Et j'ai été bouté dehors un matin de décembre 2001 et je ne suis jamais rentré chez moi. Que Gabriel lui, comme beaucoup de jeunes, a fait le choix de partir. Donc de ce point de vue-là, Gabriel est un personnage profondément haïtien, même s'il voyage partout à la recherche de cette chose-là qu'on lui a volée, mais bon, on va pas révéler l'intrigue, tout au moins dans son entièreté. Mais c'est un personnage profondément haïtien. Le livre est profondément, c'est un livre haïtien, je pense. Après, je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire Vagabondage éphémère? Pourquoi, après le journaliste, vous choisissez de faire du roman? J'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, la première chose, c'est que, en tant que journaliste, je suis obligé dans mon travail de répondre à ces fameuses questions qui affectent quand, quoi, où, comment, pourquoi. Et j'ai un cadre normé, corseté, presque, et même en éditorialisant, entre guillemets, un lancement que je fais ou une interview, je n'ai pas énormément de liberté, et encore moins de liberté de création. Alors que la fiction, justement, permet ça. Et moi, j'avais déjà tenté un récit, pour le coup, de cet exil-là dont je viens de parler tout à l'heure. Et mon premier livre s'appelle L'exil au crépuscule, qui est d'ailleurs réédité chez Henri Deschamps et disponible en Haïti, je crois, dans certaines librairies. Et mais avec la fiction, il y avait moyen d'aller au-delà, de créer cette sorte de mise en abîme et d'avoir cette liberté totale et absolue qu'offre la création, que le journalisme n'offre pas. Donc, c'est tout naturellement que le cheminement s'est fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de le perpétuer parce que je travaille à un autre roman qui a encore Haïti comme cœur. Mais je pense que les deux, que ce soit le journalisme ou la littérature ou le roman en particulier, les deux sont connectés. D'ailleurs, c'est l'occasion de le rappeler que la plupart des grands romanciers étaient aussi de grands journalistes. On pense à Émile Zola, on pense à Victor Hugo, et plus près de nous, Lionel Trouillot est journaliste, Daniela Ferrière est journaliste, Gary Victor est journaliste.
Yannick Larens fait un peu de journalisme aussi, je crois. Donc, la passerelle est évidente, elle est très nette, elle est très claire entre les deux secteurs. Oui, mais le style de votre roman, Philomèse, parfois on se demande si ce n'est pas un poète qui écrit un roman. C'est très limpide, c'est très touchant, il y a beaucoup d'émotions. Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré? Alors, le lien à la poésie, j'aime à dire que j'aime pas la poésie. En vérité, j'aime à penser que c'est une vérité à laquelle moi-même je ne crois pas. En fait, ce qui me dérange profondément, moi, c'est cette poésie dite contemporaine où on prend deux mots et puis un peu comme des bouts de bois, on raconte n'importe quoi et puis bon, ça en fait un style et tout ça. J'aime pas trop ça. Et en même temps, c'est extrêmement subjectif ce que je dis. On peut pas juger la qualité d'un poète. On aime ou on n'aime pas, point. Et en revanche, ce que j'aime beaucoup, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire littérature avec des bouts de bois, faire littérature avec des situations de la vie ordinaire, de la vie courante, comme celle que j'ai écrite dans le livre, comme celle que j'ai décrite, et que ça soit finalement les mots qui portent l'histoire et pas l'inverse. Parce que l'histoire, au bout du bout, nous sommes, je ne sais pas combien on est sur Terre, 7 milliards, 5 milliards, on est 7 milliards 5 d'histoires, 8 milliards d'histoires. Ce qui change, c'est la façon de les raconter. Et c'est là que la littérature entre en ligne de compte. Plutôt que de dire je me lève ce matin, il fait beau et je vais aller me balader, je pourrais utiliser d'autres formules. Là, j'en ai pas tout de suite, mais pour dire que par exemple le lit m'a poussé dehors et que ce sont mes pieds qui me poussent maintenant à aller appréhender la vie au travers de je ne sais trop quel vagabondage. Et c'est en cela, me semble-t-il, que la littérature est une œuvre salvatrice parce que elle permet de s'extraire de la banalité tout en nous gardant finalement accrochés au banal, puisque les histoires qui sont racontées, tout au moins pour le roman que moi j'aime, ce sont des histoires humaines, ordinaires, banales, que la littérature rend extraordinaire. Maintenant, quant aux auteurs qui ont pu m'inspirer, je suis un assez grand admirateur de la littérature haïtienne du 19e siècle, et tout ce qui est Fernand Hibert, Frédéric Marcelin, etc. Justin Lérisson, et des auteurs comme ça, et puis plus près de nous, évidemment, Lionel Trouillot, Gary Victor, Daniel Ferrière, Yannick Larens, et bien sûr, comment oublier quelqu'un comme Jacques Roumain ou comme Jacques-Stéphane Alexis, et ce sont des monuments, et ces gens ne nous quittent jamais, et heureusement. Donc j'essaie de piocher un peu dans tout ça, en espérant avoir trouvé mon style propre. Mon père ne m'a jamais appris à parler à autrui, pas plus aux hommes qu'aux femmes, encore moins à parler d'amour. Il était un taiseux, un de ces milliards d'hommes qui pensent que tout doit se ressentir dans le mutisme ou dans le regard. Il ne s'embarrassait pas d'explications sur le pourquoi, du comment, quels qu'aient été les sujets. Ses phrases les plus complexes se résumaient à des formules expéditives de politesse. Était-ce parce qu'il faisait 2 mètres de haut? Parce qu'il avait une force à arracher un tronc d'arbre rien qu'avec ses poignets? Cette force surhumaine qui l'empêchait de faire entendre sa voix. Toujours est-il que je ne l'ai jamais entendu élever la voix. À peine concédait-il un merci timide à Maricia, la marchande ambulante de café au lait qui virevoltait tous les matins autour des chantiers pour gagner quelques pièces. Mon père était un maçon. Il brûlait sa vie sur ses ouvrages où il était employé à la journée dans l'espoir d'un mieux-être pour mes frères et moi. Il m'a d'ailleurs mis très tôt à contribution quand il a jugé que mes capacités physiques le permettaient. À 12 ans, à l'âge où mon corps me rappelait sans cesse qu'il me fallait vivre mes premiers ébats autrement que dans mes exercices solitaires, j'ai compris que Maricia était amoureuse de mon père. Elle avait toujours ce sourire en coin qui valait invitation au dévergondage. Ces bonjours voulez-vous du café de notre île n'étaient rien que des appels au plaisir destinés à mon géant de paternel. Il pouvait effectuer une dizaine de tournées
dans la même matinée sur le chantier sans jamais lui arracher un vrai mot. C'était un extrait du texte Vagabondage éphémère de Robert Philomé. Des fous et des dieux. Vagabondage éphémère, c'est une histoire de vagabondage du monde, de solitude, d'amour, d'exil, de dictature. Quel impact espérez-vous que cette narration aura sur la perception des lecteurs? Ben, là, on en revient à la question de l'utilité de l'art. En tout cas, moi, c'est la prétention que j'ai voulu avoir. Et c'est un travail de littérature, c'est un travail d'art. Et ça renvoie à la question qu'on n'a pas cessé de poser depuis toujours. À quoi sert l'art? Et faut-il qu'il serve à quelque chose? Et en résumé, et là j'emprunte une formule qui est un peu convenue, mais bon, malheureusement j'en ai pas d'autres. L'art ne sert absolument à rien, mais on ne peut pas vivre sans. Et quel impact j'espère que ce texte pourra avoir en vérité, c'est au lecteur, à la lectrice de le dire. Et ben vous y avez trouvé de la poésie, de l'exil, de la violence, de l'alcool, enfin voilà. Et d'autres personnes peuvent y voir une quête bien spécifique liée à un besoin spécifique, une recherche spécifique, parce que c'est aussi ça le livre. C'est au lecteur de se faire sa propre idée, et de se l'approprier, de créer son propre monde. Moi, je veux juste que le livre soit lu, soit diffusé et partagé, et que les lecteurs passent un bon moment. S'ils le gardent dans un coin de leur tête, tant mieux. S'ils l'oublient tout de suite après, tant pis. Ou tant mieux d'ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art ne sert à rien, mais on ne peut pas vivre sans. Romancier, journaliste, et comment se déroule votre quotidien entre la fiction et le réel? Alors, c'est très segmenté, c'est très sédimenté d'un côté comme de l'autre. Et dans ce que je fais en tant que journaliste, il n'y a pas beaucoup de place pour de la rêverie, bien au contraire. Moi, de mon travail à l'antenne, et on raconte des histoires quand même d'une grande dureté, d'une grande violence. Là, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre à Gaza, c'est des cortèges de morts à n'en plus finir. Et ce ne sont pas des histoires drôles, et quel que soit le prisme, hormis peut-être le sport et encore, et on a toujours affaire à quelque chose de profondément violent, de profondément dur. Et donc, moi, j'essaye de garder le cap pour être le plus honnête possible en racontant ces histoires-là, que d'autres d'ailleurs à la rédaction préparent. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour leur rendre hommage. Maintenant, mon travail en tant que romancier, c'est autre chose. C'est-à-dire que je prends beaucoup plus de temps pour moi-même, pour pouvoir réfléchir. Et c'est un travail solitaire. Hein. C'est un travail de solitaire. Contrairement à la presse où là, pour le coup, il y a toute une équipe, la rédaction en chef, la rédaction chef adjointe, le chef d'édition, la régie et tout ça, c'est un travail d'équipe. Quand je travaille en tant qu'auteur, je suis tout seul. Et dans mon monde qui est très très à part, et là on est confronté à la solitude de la création littéraire, et mais moi je ne me laisse pas trop happer par ça, parce que je crois en une littérature du réel, en une littérature du vrai, et étant entendu que le vrai reste subjectif. Donc en ce moment je raconte des histoires haïtiennes qui se passent au milieu des années 40, après l'occupation américaine. Je me documente pour que le texte soit raccord, entre guillemets, avec des éléments historiques. Mais ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas un livre d'histoire, d'ailleurs je ne suis pas historien. En revanche, je laisse libre cours à mon imagination pour faire toujours se balader, mes personnages, pour les faire voyager. Et parce que je suis un être en constant déplacement, même quand je ne bouge pas de mon bureau. Et donc, en résumé, d'un côté, je me tiens dans le journalisme, hein, qui a fait quoi, comment, pourquoi, avec une rigueur, voire même une rigidité. Et puis de l'autre, je suis dans le déplacement, je suis dans l'aération. En fait, je vis une sorte de schizophrénie, en fait. Voilà. Mon travail aujourd'hui en tant que journaliste et romancier renvoie à de la schizophrénie. Vous aviez dit que Vagabondage éphémère est un livre de littérature caribéenne et africaine. Je me demande pourquoi. Totalement. Ben parce que
alors, je l'ai peut-être dit par facilité dans une interview, mais au bout du bout, on a affaire pour l'essentiel à des Caribéens. Gabrielle est haïtien, caribéen. Consuelo, elle est amatrice elle est pas cubaine, elle est amatrice de Cuba. Et elle a adopté Cuba, puis elle vient d'un pays autre, on ne dit pas lequel, mais un pays qui a fait beaucoup de mal à Cuba, pour résumer. Et cette personne a adopté Cuba. Et donc elle est caribéenne par adoption, caribéenne d'adoption. Et Danissa, pareil, Consuelo, c'est une femme haïtienne, enfin, et elle est brésilienne. Et donc proche de la Caraïbe quelque part, ne serait-ce que culturellement. Et d'où les liens, par exemple, que j'ai créé avec le vaudou et le candomblé brésilien, le vaudou haïtien. Et Héloïse est profondément haïtienne, bien entendu. Cyrilia, la tante de Gabriel qui le sermonne le jour de la funérailles, est profondément haïtienne. Et même le père de Gabriel, qui est un taiseux qu'on n'entend pas beaucoup et qui disparaît à un moment donné, c'est une histoire haïtienne articulée autour d'Haïti en plein cœur de la Caraïbe. Maintenant, quant à l'Afrique, c'est normal aussi parce que à un moment donné, le personnage de Gabriel et l'Afrique vont faire connaissance. Bon, on passe les voyages à Rome et autre chose, mais bien entendu, je pense que c'est un livre de littérature caribéenne et africaine. Après, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas le mieux placé pour pouvoir le dire. C'est aux critiques et aux lecteurs, lectrices de faire ce jugement-là. Il y a une partie qui s'est déroulée à Limbé. On voit le paysage à Limbé. Qu'est-ce que Limbé a apporté dans votre vie? On sait que vous êtes né à Limbé, c'est ma ville natale. Limbé, c'est la ville matrice, c'est la ville source. Et pour moi, tout renvoie à cette commune qui m'a vu naître, qui a une place très très particulière dans le département du Nord. Hein. Les Limbéens sont orgueilleux comme pas possible. Ils se prennent pour le centre du département, voire même un peu du pays. Les Limbéens méprisent profondément les habitants du Cap-Haïtien. Parce que, par exemple, ils considèrent que, le Cap-Haïtien, c'est plus de l'apparat, alors que le cœur du département, c'est là. Et puis aussi, pour la petite histoire, pendant longtemps, au Cap-Haïtien, il y avait des problèmes d'eau. Les habitants du Cap-Haïtien venaient laver leur linge dans la rivière du Limbé. Et donc, c'est une ville à laquelle j'ai été profondément attaché. Je ne suis plus autant attaché à Limbé, malheureusement, pour l'histoire de distance, mais une bonne partie de mon travail d'écriture tourne autour de cette ville-là, parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la ville matrice, c'est la ville source, c'est la ville qui m'a porté et que j'adore du fond du cœur, même si malheureusement je ne peux pas y aller autant que j'aurais voulu. Vous suivez l'actualité? Il y a des violences, la corruption, l'inégalité sociale en Haïti. Et vous venez de publier un livre qui parle d'exil, mais aussi de dictature. Qu'est-ce que ça vous dit en tant que journaliste et romancier, je peux dire engagé, quand vous suivez l'actualité haïtienne? Déjà, je ne fais pas que la suivre, je la raconte, non seulement sur les antennes de France 24, mais également pour un journal communautaire ici en France qui s'appelle Ensemble. J'en ai été le rédacteur en chef jusqu'à il y a peu, et j'en suis aujourd'hui l'un des rédacteurs. C'est moi qui ai écrit l'éditorial. Et je vis tout ça avec une très très grande tristesse quand je vois le déluge de morts, cette violence sans aucun sens à laquelle se livrent ces groupes armés. Pour moi, ce ne sont pas des gangs, des groupes armés, ce sont des milices qui ont des objectifs politiques qui sont armés et financés en tant que tels d'ailleurs. Hein. Ce chaos-là que nous avons à Port-au-Prince et dans une bonne partie du reste du pays, ce n'est pas un chaos gratuit, ce n'est pas du banditisme, c'est du terrorisme, c'est de la violence politique. À qui profite cette violence politique? Et je pense que aujourd'hui une bonne partie de la population a une lucidité totale sur ce qu'il est en train de se passer. Donc je vis tout ça avec énormément de tristesse. Et quand je vois que par exemple
la sécurité nationale haïtienne est sous-traitée comme une vulgaire marchandise et par des puissances que nous ne nommerons pas pour pas leur faire de publicité. Et notre sécurité nationale est sous-traitée comme de la marchandise à des Kenyans qui un coup en veulent pas. Et on a l'actualité aujourd'hui. C'est profondément choquant et profondément violent, profondément dégradant. Cela étant dit, on ne peut pas rester à ça, parce que Haïti aussi est une terre d'espérance et c'est une terre aussi de résistance et de rupture. Je ne dis pas de résilience. Je déteste ce mot de résilience. Je trouve que c'est une espèce de mot foutoir qu'on a trouvé pour nous expliquer qu'il fallait que nous nous résignions, alors que les Haïtiens sont tous sauf résilients, ils sont combatifs. Et malheureusement, les élites haïtiennes, ou tout moins une partie, qui ont un profond mépris pour les classes populaires haïtiennes, ces élites-là ne prennent pas le temps d'écouter le peuple et d'écouter ses aspirations, ses désirs, alors que ce peuple-là, chaque fois qu'il a l'occasion de dire ce qu'il veut, il le dit clairement, mais il n'est jamais écouté. Et c'est aujourd'hui un peuple qui résiste aujourd'hui en se tenant debout et avec beaucoup de dignité. Il n'y a qu'à voir la façon dont les gens enterrent leurs morts et des gens qui périssent dans des conditions épouvantables. Et il n'y a qu'à voir la façon dont les jeunes continuent d'aller à l'école, d'aller à l'université quand ils ont cours, de participer à des événements culturels et quand ils en ont. C'est un peuple de combattants et je veux rendre hommage aujourd'hui à ce peuple de combattants. Je lui apporte évidemment tout mon soutien et ensemble, on verra le bout du tunnel. Ensemble, on verra le bout du tunnel. Yonjou l'abjou, et comme nous le disons, et ce n'est pas pour uniquement nous encourager, nous le disons parce que c'est vrai, nous le disons parce que nous y croyons. Donc, je veux croire que ces nuages noirs, à un moment donné, vont déguerpir et que le soleil va luire et que l'égalité des droits, tout ce que nos ancêtres ont voulu mettre en place, et par cette geste héroïque de Vertières et puis de Gonaïves, finalement avec la proclamation de l'indépendance, un jour viendra où cette geste-là aura tout son sens et les Haïtiens pourront vivre pleinement le fruit de ce qui leur avait été promis il y a 220 ans. Merci Philomé Robert. Merci de votre participation dans ce podcast. Merci à vous de m'avoir invité et merci à tous ceux et à toutes celles qui liront Vagabondage éphémère. Merci beaucoup. Merci, c'était avec nous Philomé Robert, auteur du roman Vagabondage éphémère. Très puissant, beaucoup de poésie, très touchant, beaucoup d'émotions. Merci, à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Des Fous et des Dieux. Présentation Marc Sonny Rico. Réalisation Rizamarom Zitren et Marie-André Bélange.